Chers amis, passons aux questions. Inès, ensuite. Bon, tu en as une fournée. Enfin, allez-y. Légal, d'ailleurs. Vas-y. Vous posez la question de la raison de l'attitude, disons-le clairement, servile de Macron vis-à-vis de Kagame. Est-ce que M. Kagame a de l'argent? Parce que je crois que ça expliquerait beaucoup de choses. On est quand même en début de campagne électorale. Moi, je pense que ce serait beaucoup. Bon, ça, c'était l'ancien temps. Vous savez, à l'époque, la belle France-Afrique, les mallettes arrivaient, ça, il n'y avait pas de problème. Hein, il y avait Mamadou. Donc, ça changeait un peu. Mais en fait, aujourd'hui, le changement, c'est quoi? C'est que vous n'avez plus des gens comme Focard. Aujourd'hui, ce sont les dirigeants français qui font le travail. À l'époque, on avait des intermédiaires. Entre l'Afrique, la France-Afrique, c'était un système d'intermédiaires. Et on a une vision de la France-Afrique qui est erronée sur le continent africain. On pense que c'était un système qui était à sens unique. C'est la France qui donnait des ordres et puis les Africains exécutaient. Non, c'était un système mafieux. Entre les dirigeants français et les dirigeants africains, il y avait des dirigeants africains qui décidaient des politiques que la France devait adopter dans certains coins de l'Afrique. C'était ça la France-Afrique. Bongo pouvait se lever et faire virer Jean-Marie Bockel, ici en France. Le faire déplacer et dire, bon, ben, Jean-Marie Bockel arrive et dit, ben, c'est juste une parenthèse, je fais une digression, mais il dit, la France-Afrique est finie. Le vieux Bongo se réveille, il dit, mais c'est qui celui-là? Et en France, on s'exécute. C'est ça la France-Afrique. La France-Afrique, ce n'est pas un système où la France vient donner des ordres, c'est un système où vous avez des chefs d'État africains, un groupe de chefs d'État africains, et des gens en France, avec beaucoup d'intermédiaires, qui faisaient des affaires louches, aussi bien pour faire plaisir à des intérêts français qu'à des intérêts de ces dirigeants africains. C'était ça la France-Afrique. Maintenant, depuis un moment, le système a changé. Les chefs d'État n'ont plus vraiment besoin d'intermédiaires. Quand vous voyez Macron, il est allé tout seul comme un grand garçon au Rwanda. Sarkozy l'a fait aussi. En fait, le système est là, mais il a changé de forme. Et puis, je ne pense pas que Macron l'a fait parce qu'il aimerait qu'on finance sa campagne. Peut-être, on ne sait jamais avec ces gens. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une absence totale de vision. Si vous posez la question à Macron aujourd'hui, mais pourquoi vous allez prosterner à Kigali, je vous jure qu'il sera incapable de vous le dire. Ce sont des gens qui raisonnent, il y a un court-termisme incroyable, c'est de dire, ben, on se réconcilie avec le Rwanda, on arrête de se faire taper dessus parce qu'ils sont persuadés que la France a joué un rôle dans le génocide. Ils se disent, ben, c'est peut-être une façon d'acheter la paix et peut-être de revenir dans la région des Grands Lacs, prendre la grande porte, à travers Kagame. Pourquoi? Parce que c'est Kagame qui est devenu le sous-traitant officiel d'une mondialisation sanguinaire en Afrique centrale. Il faut le savoir. Quand vous avez des portables, c'est du coltan qui sort du Congo, par le Rwanda, et qui vont en Amérique du Nord, en Europe, en Asie. Le Rwanda est devenu le centre de négoce des matières premières qui sont pillées en RDC. Alors chacun va avoir sa part du gâteau. Mais on peut aller plus loin. Quand Macron se réconcilie avec Kagame, qui est devenu le gendarme de certains intérêts, le même Kagame qui vient de déployer des troupes au Mozambique, où Total avait une grande concession là-bas et tout ça, et qui veut quitter le pays à cause des groupes djihadistes, il faut avoir une vision large. Mais je ne pense pas que les dirigeants français aient une vision large. Ils se disent, en négociant avec lui, il va nous permettre de revenir, on va faire certaines choses. Seulement voilà, le Rwandais se sont réconciliés entre guillemets avec la France parce qu'ils sont lâchés par les anglo-saxons et ils peuvent toujours utiliser la France à leur propre fin. C'est la différence de perspective du côté rwandais et du côté français. Juste au passage, Patrick, peut-être que quand on connaît Emmanuel Macron, il obéit pas uniquement à ces ordres-là, il est très, disons, tout ce qui vient de Berlin et de Bruxelles est très efficace pour lui. Or, moi j'ai été 5 ans au Parlement européen et entre autres dans la commission, enfin, la délégation Afrique-Caraïbes, qui mettent tout ensemble, et les eurocrates ne jurent que par Kagame. Oui. Mais pour tout ce qui est l'Afrique, en dehors du Maghreb-Machrek, Kagame est par les eurocrates consulté sur tout. Oui, exactement. Donc vous avez tout ça. Et c'est la raison pour laquelle, quand je parle de groupe de pression, c'est-à-dire les autorités françaises se retrouvent dans une position où il faut faire attention à. Voilà, Kagame reste l'élément central du dispositif en Afrique centrale. Monsieur au fond. Je voudrais savoir quel est le parallélisme de la politique
d'Emmanuel Macron et celle des extrémistes génocidaires Hutu-Rwandais Paul Kagame sur la République démocratique du Congo? Il y a deux choses qu'il faut dire. D'abord, la politique de la RDC revient aux Congolais. Les Congolais sont les premiers responsables de leur politique. Maintenant, tout le monde s'est rendu compte que la RDC a décidé aussi de l'actuel président de la RDC qui est arrivé au pouvoir dans les conditions que nous savons et aujourd'hui à la traîne du Rwanda. Mais on ne va pas demander à Macron d'aller arranger les choses. Macron se positionne en fonction de tout ça. Tout le monde se rend compte de ce qui se passe dans la région. Les Drian à l'époque avaient critiqué ce que moi j'appelle l'élection-nomination de Félix Tshisekedi, l'actuel président de la RDC. Et puis il est revenu sur ses pas, parce que bon, sur ses déclarations, et puis bon, on accepte. Il a appelé ça, c'est un arrangement à l'africaine. Bon ben, Macron a compris ça, Macron va jouer le jeu. Vous n'allez pas demander à Macron de faire les choses à la place des Congolais. Si les Congolais ne prennent pas leurs responsabilités, ce ne sont pas les Français qui vont faire ça pour eux, alors qu'ils ne sont même pas capables de prendre des responsabilités pour eux-mêmes. Ce n'est pas pour les Congolais qui vont le faire. Macron est dans une posture, c'est un capitaliste pur et dur qui ne s'écoute que lui-même, d'après ce que je constate. Hein. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va... C'est pas tout à fait faux. Ça ressemble un peu au personnage. Voilà, donc lui, par rapport à la RDC, si la France peut revenir via le Rwanda, pourquoi pas si la RDC laisse le Rwanda faire ce qu'il fait chez lui. Donc voilà. Excusez-moi. Comment il en a pas. La question peut être un petit peu annexe, mais quelle est l'influence de la Chine dans la région et quelle est la réaction de la France par rapport à l'influence chinoise, si celle-ci existerait? Il y a deux choses. C'est que la Chine est présente en RDC depuis 2007, avec le contrat chinois. La Chine est vraiment très présente. Et elle est présente aussi, vous savez, elle était aussi en Centrafrique, elle s'était positionnée là-bas, mais en RDC, elle est là. Et le Rwanda, c'est très important de le dire, le Rwanda s'est beaucoup rapproché de la Chine. Donc la Chine est incontournable aujourd'hui dans la région parce qu'elle s'est positionnée en Angola aussi, qui est un acteur très important en Afrique australe et qui décide beaucoup sur les questions congolaises. Et donc la France est dans une position, et la France est souvent sur la défensive dans cette région, mais en Afrique des Grands Lacs, elle veut revenir par la grande porte. Donc on cajole Kagame, on accepte qu'il pisse dessus et tout ça, c'est pas grave. On est dans cette posture-là. La France, en fait, elle est pratiquement inexistante aujourd'hui, hein. Même dans son précaré africain. Les gens ne se rendent pas compte. Mais quand la France doit dépendre des Canadiens, des Américains, même pour intervenir au Mali, vous vous rendez compte qu'il y a un gros problème. Oui. Et imaginons dans l'Afrique des Grands Lacs où il y a encore beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus d'intérêts. Deux questions. La première, est-ce que la France doit se faire pardonner en quelque sorte sur d'autres pays africains dans le même type que le Rwanda, dans l'affaire Rwanda rwandaise? Et deuxièmement, est-ce que ça va être cette affaire peut être le point névralgique de la fin de la diplomatie française en Afrique? Mais moi, je pense que la diplomatie française a été très, très affaiblie après les événements en Afrique des Grands Lacs. Sérieusement. Seulement, les gens à l'époque n'ont pas fait de lien entre ce qui s'était passé en Afrique des Grands Lacs, parce qu'on a vu tout juste après, quelques temps après en Côte d'Ivoire aussi, on a vu la France à reculant en Côte d'Ivoire, qui était le fleuron du système france-africain. Mais les gens n'ont pas fait le lien avec ce qui s'était passé en Afrique des Grands Lacs, puisque accusés d'avoir pris part dans le génocide, écoute, c'est gros là. Vous êtes accusé d'avoir pris part dans le génocide, vous avez soutenu des génocidaires. Et puis, dès que vous voulez agir, le paradoxe des interventions françaises en Afrique, c'est ça. C'est que quand ils agissent, on dit, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Quand ils n'agissent pas, pourquoi on n'a pas agi? On est là. Maintenant, est-ce que cela va sonner la fin de la diplomatie française? Je ne pense pas. Je pense simplement que la diplomatie française est très, très fragile, très affaiblie. C'est une diplomatie sans boussole. Il faudra à un moment donné avoir des gens qui ont une compréhension des enjeux et des régions. Il y en avait dans l'ancien temps, il n'y en a plus. La cellule africaine même n'existe plus, hein, je pense. Hein. Je crois qu'elle a été complètement ratifiée. Exactement, la cellule africaine n'existe plus. Maintenant, est-ce que la France doit s'excuser dans d'autres pays? Ben oui, la Libye. Ce que la France a fait en Libye est extrêmement grave. Aujourd'hui, mais encore là, vous voyez l'absence de vision. Vous déstabilisez la Libye en ne comprenant pas que le feu va prendre partout dans la région, y compris où se trouvent vos propres intérêts.
C'est ça le problème. Quand Sarkozy va en Libye, en plus il se fait doubler par les Américains qui coordonnent tout au final. Parce que c'est ça la Libye. Hein. Les gens pensent que c'est Sarkozy qui faisait le malin ici. Non, ce sont les Américains qui ont tout piloté. Mais à travers le leading from behind, la doctrine Obama, ils étaient en arrière et les Français faisaient le travail pour eux. Donc la France est devenue, elle sous-traite certaines activités pour les États-Unis, y compris dans certains de ses précarés. Maintenant, il faut le courage d'accepter une certaine responsabilité dans ce qui s'est passé. Mais dans le dossier du Rwanda, elle n'a pas à se faire pardonner puisque c'est le seul pays qui est intervenu. Les gens n'ont qu'une idée de ce qu'a été l'intervention française à travers l'opération turquoise. Parce qu'il y avait 2 millions de réfugiés les gens quittaient le Rwanda pour se réfugier à l'est du Congo, l'est du Zaïre, l'actuel RDC. 2 millions. Les Français sont intervenus et les ont bloqués sur place. Ils ont créé la zone humanitaire sûre au sud-ouest du Rwanda. Sans ça, ça aurait été une hécatombe. Je vous dis, dans toute la région. Et malgré cela, la région a quand même été déstabilisée par les rebelles Tutsis, soutenus par les États-Unis. Et alors pourquoi dans ce cas-là, la France ne le prend pas pour défendre ses véritables intérêts, qui seraient bénéfiques pour ces zones-là? Pourquoi elle n'était pas face aux États-Unis? Le problème, c'est que la France n'a pas eu le courage de faire face aux États-Unis, ça c'est sûr. Mais la question, c'est de savoir pourquoi la France ne dit simplement pas que ça ne s'est pas passé comme ça au Rwanda ou dans la région des Grands Lacs. Puisque les documents existent. Mais moi, je sais pourquoi. Vous avez les autorités françaises qui sont là, qui ont très peur de toucher à ce dossier sensible. Parce que la France, il faut quand même le dire, elle est attaquée de l'intérieur avant d'être attaquée de l'extérieur. La France est attaquée de l'intérieur par les militants, des groupes d'intérêt que j'ai décrits. C'est-à-dire que les organisations, les militants des droits de l'homme, tous ces gens-là qui ont pris fait et cause pour la version officielle du génocide, ont attaqué, ont rongé la France de l'intérieur de sorte à emmener les politiques à ne plus toucher à ce dossier, quitte parfois à faire des concessions sur des questions qui ne méritent aucune concession. C'est ça le problème. Monsieur, moi j'ai juste deux petites questions. En fait, la première, c'est par rapport à Madame Agathe Habyarimana, la veuve du président Habyarimana. À la lueur où vont les choses, selon vos explications, Macron devrait courber les chines devant Kagame. Est-ce que Madame Habyarimana court le risque d'être expédiée au Rwanda pour y être jugée par Kagame? Ça, c'est de 1. Et de 2, il y a une certaine élite jeunesse africaine, pour ne pas dire congolaise, qui a compris comment fonctionnait le système avec les tenants et les aboutissants. Alors, je vais essayer de faire le congolais. C'est quoi la solution pour essayer de court-circuiter le système? Merci. Bon, je vais commencer par la première question. Madame Agathe Habyarimana vit en France, mais elle n'a pas de papier. Hein. Il faut le savoir. Mais c'est ça qui est terrible dans cette affaire. Vous avez une dame, son mari a été assassiné, et on sait qui a tué son mari. Elle vit en France sans document. Et quand Sarkozy a décidé de se rendre au Rwanda en 2010-2011, Madame Agathe est arrêtée ici. Et quand je vous parle du pôle génocide qui a été mis en place pour faire plaisir à Kigali, c'est tout le problème dans ce dossier. Aujourd'hui, la France exécute pour faire plaisir à Kigali. Et moi, je crains, parce que si les autorités françaises expulsent Madame Habyarimana au Rwanda, ça sera un camouflet pour la France, pour sa justice. La justice d'un pays de droit qui sert une dictature africaine. C'est quand même le colonialisme inversé, si vous voulez. C'est étonnant. C'est une forme de colonialisme inversé. Moi, je trouve ça choquant. Cette dame n'a rien fait. Les travaux du TPIR sont là pour attester. On sait aujourd'hui que le génocide n'a pas été planifié. À travers les travaux du tribunal pénal international pour le Rwanda, on a une idée de ce qui s'est passé au Rwanda. Des documents ont été déclassifiés ici et là. Et la France, aujourd'hui, se comporte de façon très bizarre dans ce dossier. Et encore une fois, ça rejoint la réponse que je donnais à monsieur. Quand on attaque à Madame Habyarimana, mais vous avez des médias français, des soi-disant spécialistes qui viennent vous dire « Madame Habyarimana, elle était à la tête de la CASU, la petite maison qui planifiait le génocide, qui planifiait des tueries. » Mais on sait que la CASU n'a jamais existé. On l'a su devant le TPIR. Donc,
vous avez ce genre de situation. Donc le Français qui regarde sa télé, qui entend parler de Mme Habyarimana, décrite comme quelqu'un de dangereux, une génocidaire en puissance et tout ça, que voulez-vous qu'il fasse? Il ne comprend rien des enjeux. Ce serait dommage que la France, si la France venait à expulser Mme Habyarimana, j'espère que non, en tout cas je touche du bois, parce que cette dame a perdu son mari assassiné par Kagame, et on ne va pas quand même livrer l'épouse, la veuve, à ce même Kagame. Ce serait quand même inacceptable. Maintenant, pour ce qui est du système, quand vous parlez de combattre le système, vous ne me dites pas quel système, dans quel pays. Mais il y a une chose que j'ai toujours dit, c'est que les Africains sont responsables de leur destin. J'ai toujours été beaucoup plus critique à l'égard de ce qui se passe en Afrique qu'à l'égard de l'Occident, simplement parce que je pense qu'à un moment donné, au XXIe siècle, nous n'avons plus d'excuses. Nous n'avons plus d'excuses. Si moi je vois en France des gens qui se lèvent, eux qui vivent dans des pays de droit, bon, entre guillemets, avec quand même un système social qui est éprouvé, mais je vois des gens ici se lever contre ce système ou s'élever contre ce système. Je pense aux Gilets jaunes, mais il faut que les Africains prennent leurs responsabilités aussi. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, et je le redis, je le dis tout le temps, au point de me faire taper dessus par certains Africains, je dis, nous n'avons plus d'excuses. Nous devons prendre notre responsabilité. Nous devons prendre nos responsabilités en tant qu'Africains. Oui, les grandes puissances vont être là. Ils ont des intérêts à défendre, y compris en Afrique. Mais sans le coup de main des Africains, elles ne réussiront pas. Il y a une responsabilité. Et quand vous analysez toutes les problématiques africaines, vous vous rendez compte d'une certaine responsabilité africaine à tous les niveaux. La RDC, je veux finir là, la RDC vient de fêter ses... Voilà. Lumumba a été assassiné, notre premier ministre, avec la complicité des Congolais. Bien qu'ils ne comprennent rien aux enjeux à l'époque. Mais il y a toujours une responsabilité. Alors moi, je pense que nous devons nous assumer devant l'histoire, en lieu et place d'accuser les autres. Il y a des pays africains qui fonctionnent très bien. Il y a des pays africains qui résistent. Il y a des pays africains qui essayent de trouver, en tout cas, une voie au destin de leur population. Donc je pense qu'en RDC, dans la région de Grand Lac, on peut le faire. Voilà. Ouais, j'ai une question assez simple. Je vois que de plus en plus, je vois que le Rwanda est quand même promu comme le pays le plus prospère d'Afrique. Je vois qu'elle fait quand même beaucoup de promotions en sponsorisant des clubs de foot notamment, etc. Je vois qu'il y a un gros travail, mais est-ce que ça correspond vraiment à la réalité? J'ai un ami qui me dit que non, qui est rwandais, qui me dit que non, qu'il allait considérer la ville la plus propre d'Afrique, la ville qui attire les start-up. Je pense que l'avait dit. Ouais. Vous savez, le Rwanda est une très belle fabrication médiatique, le Rwanda dont on parle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de progrès, il y a eu des progrès, mais il faut faire très attention. Le Rwanda dépend de l'aide étrangère à hauteur de 40%. C'est un pays pauvre. C'est un pays qui vit de l'aumône. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a réussi à imposer cette image? Vous savez que les articles de presse s'achètent, surtout chez les anglo-saxons. Ça s'achète. Il y a des groupes, il y a des lobbies qui s'occupent de façonner l'image. Ce qu'on appelle les firmes de relations publiques chez nous, là-bas au Canada, aux États-Unis. C'est ce que Kagame a fait. Vous savez que Tony Blair était quand même le conseiller bénévole de Kagame. Un ancien Premier ministre britannique, devenir le conseiller bénévole d'un tyran africain. Il faut le faire. Déjà, Tony Blair est bénévole dans la même phrase. Donc, vous vous rendez compte? Alors, l'image du Rwanda est une image construite de toutes pièces. Je ne dis pas que rien n'a été fait. Quand on dit Kigali est la ville la plus propre d'Afrique, vous connaissez la superficie de Kigali? Je crois que c'est 730 km². C'est minuscule. Mais vous savez, les gens ne voient même pas ça. Parce que la propagande sur le Rwanda est tellement forte. Et pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le Rwanda est devenu le sous-traitant officiel de cette mondialisation sanguinaire en Afrique centrale, de cette mondialisation sauvage en Afrique centrale, on a commencé à laver l'image de celui qui incarnait cette mondialisation, Kagame. Et c'est la raison pour laquelle on vous dit le Rwanda est merveilleux, le Rwanda c'est ceci. Mais parlez aux Rwandais. Ils vont vous dire. Vous savez, au Rwanda, les clochards et tout ça, vous ne les voyez pas à Kigali parce qu'on les fout dans des camps de concentration. C'est-à-dire, pour maintenir cette image idyllique du Rwanda, Kagame est allé très loin. Il est allé très loin.
Et les gens le savent, parce que quand vous lisez les documents américains, les câbles diplomatiques, vous voyez, ils sont conscients qu'il n'y a pas, d'abord, ils ont dit qu'il n'y a plus d'ethnie, hein, les ethnies n'existent plus, mais on vous dit que, bon, ben, ça existe, d'une certaine manière. On vous dit que l'image qu'on projette ne reflète pas la réalité des faits. Le problème, c'est que la propagande est tellement forte, que les gens ont fini par souscrire à cette image d'un Kagame, grand leader africain qui combat la France ici. Vous savez, et ça c'est le plus grand défaut, je veux vous dire, là, de l'Afrique subsaharienne francophone. Dès que vous dites France, les gens voient rouge. Ils ne prennent plus le temps de réfléchir froidement aux enjeux, aux questions. Moi, je ne suis pas là pour dire que la France n'a rien fait en Afrique. Mais il faut avoir une lecture lucide de ce qui se passe sur le continent africain. Quand Kagame, on lui pose la question, pourquoi vous pillez le Congo? Il lui dit, mais les Blancs ont fait ça avant, mais c'est notre tour. Vous voulez que j'accuse les Occidentaux pour ça? Est-ce que les Occidentaux demandent à Kagame de massacrer systématiquement les hommes, les femmes et les enfants au Rwanda et en RDC? Parce que les gens n'ont qu'une idée de ce qui s'est passé. Quand allez lire le rapport mapping des Nations Unies. Massacre systématique. Rosy Biza, qui est un ancien de l'armée de Kagame, disait avec les bébés, c'était beaucoup plus facile en les prenant, les fracasser le crâne derrière un mur. Ben oui, mais il faut le savoir. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire avaler aux gens l'image d'un pays dirigé par un tyran? Vous vous dire, mais c'est merveilleux et tout ça. Oui, il y a des progrès au Rwanda. Oui, le Rwanda attire des gens. Pas parce que le Rwanda est magnifique, mais parce que ceux qui vont au Rwanda savent à quoi sert ce pays. On sait que ce pays est un sous-traitant. Il fait le travail pour d'autres grandes puissances. C'est pour ça que les gens vont au Rwanda. Quelqu'un m'a même raconté qu'il y a un quartier au Rwanda qui s'appelle le quartier Congo. C'est-à-dire que c'est un très beau quartier qui a été construit avec les trucs pillés au Congo. Donc les expatriés se trouvent là-bas. Voilà, donc l'image qu'on vous présente là ne reflète pas la réalité des faits. Oui, j'ai deux questions. Une question précise sur le Rwanda et une question plus générale. La question précise, c'est suite à une conversation avec Père Védrine, qui connaît assez bien le dossier puisqu'il a eu à le traiter personnellement. Il m'a dit qu'en fait, il n'y avait qu'un seul témoignage qu'on retrouve tout le temps d'un acteur qui prétend que la France aurait une implication au Rwanda, c'est le lieutenant-colonel Ansel. J'imagine que vous avez été confronté à ce monsieur. Oh, il passe son temps de taper dessus. Pourquoi? Alors la question que je me pose, c'est quel est son intérêt à raconter ça? Est-ce qu'il touche de quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'il ment à ce point depuis 20 ans? Ça, c'est la question de détail. Et la question générale, c'est est-ce que vous ne pensez pas que plus globalement, Macron prend toutes les occasions qui s'offrent à lui pour exercer sa repentance et pour détruire la France et tout simplement, voilà, c'est sans doute l'homme blanc, on a été des tyrans, on a fait des crimes contre l'humanité, que toutes les occasions, finalement, il les prend sans vraiment connaître le dossier. Je commence par la deuxième question. Je ne pense pas que Macron se dit on a été des tyrans, Macron s'en fout en fait. J'ai l'impression qu'il est même très cynique quand il le fait. J'ai même l'impression qu'il ne croit pas ce qu'il dit sur le dossier du Rwanda. Mais c'est des gens, je pense que c'est quelqu'un qui a une idée toute faite de ce qu'il attend de la position de la France ou même de lui-même par rapport à ce dossier, par rapport à sa propre personne. Peut-être être le dirigeant français qui a le courage de reconnaître que la France a joué un rôle, même si ce rôle a été positif en réalité. Il y a ça, et puis les intérêts que j'ai décrits sur le plan géopolitique. Et pour ce qui est de M. Ansel, vous savez, en France, il n'est pas le seul en plus. C'est que vous avez des gens qui prennent position contre leur pays pour des raisons que je m'explique très mal. Mais M. Ansel, je peux comprendre. Il faut regarder, il faut observer l'écosystème dans lequel il évolue. Les milieux associatifs proches du FPR, ils sont très très entreprenants en France. Très entreprenants. J'écrirai un article demain, je vous dis, ils vont le bloquer. Ils sont à Libé, ils sont partout. Vous avez une dame, bon, je peux la citer, Malagardis. Maria Malagardis, à Libé. Je peux vous dire, dans chaque média, vous avez ce genre d'individus. Ansel est dans ce truc-là. Le milieu, l'écosystème dans lequel il évolue, c'est les gens qui sont proches du FPR. Et justement, la plupart de ces gens se disent, parce que quand je dis le milieu associatif, vous avez les Rwandais, mais vous avez aussi la LICRA, vous savez tous ces gens, tous ces juifs, les organisations juives qui soutiennent le régime de Kigali, qui l'accompagnent. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Les Tutsis s'identifient aux juifs. Ben, ça a marché leur coup, leur escroquerie.
Ben alors, vous avez tout ça, et je pense que vous êtes français, vous êtes mieux placé pour savoir ce que ça veut dire ici, et pourquoi les gens se positionnent comme ça. Vous savez, vous avez les carriéristes dans cette affaire-là. Un universitaire m'a dit une fois, il dit, vous savez, c'est un petit milieu ici, il y a dans le milieu universitaire, vous avez un petit groupe de gens qui travaillent sur les Grands Lacs et qui sont foncièrement sectaires et cyniques. Ils connaissent la vérité, mais pour des raisons de carrière, on tape sur la France. Vous avez les milieux associatifs. Certains sont tellement puissants que, bon, les gens qui sont conscients de cela ne préfèrent pas se frotter à ça. Mieux vaut prendre position, être du bon côté de l'histoire pour bénéficier de certains trucs. Bon, voilà. C'est la réalité de votre pays. Sur le Rwanda, en tout cas, c'est ça. Vous vous rendez compte, juste finir, j'aime ce que Charles a dit une fois. Charles disait, sur la Côte d'Ivoire, j'aurais compris. Sur la Libye, j'aurais dit, ben oui, ben le rôle de la France, on l'a vu. Mais sur le Rwanda, ça c'est étonnant. C'est très étonnant. Allez-y. Oui. Merci pour cette excellente conférence. Merci. J'ai 4 petites questions qui sont autour en fait, de la population rwandaise aujourd'hui. 1. Est-ce qu'il y a une opposition des Hutus à Kagame? 2. Est-ce qu'il y a une opposition parmi les Tutsis à l'intérieur à Kagame? 3. Quelle est la vision de ces gens-là de la France? Et 4. En tant qu'observateur, est-ce que vous pensez que la France a intérêt à les soutenir? Ben, en fait, c'est une seule question que... Mais il y a une chose, je veux peut-être vous surprendre en vous disant, vous savez, les adversaires les plus farouches de Kagame, ce ne sont pas les Hutus, ce sont les Tutsis. Aujourd'hui, et ils sont nombreux, hein, ceux qui ont rompu avec lui, les Tutsis qui étaient avec lui en Ouganda, qui ont pris le pouvoir avec lui et qui sont positionnés contre lui. Ce sont ses adversaires les plus farouches. Les Hutus ont été écrasés, et non seulement ça, ils sont mal regardés. Quand vous êtes Hutu, bah, c'est très compliqué puisqu'on vous soupçonne d'avoir participé au génocide, pris part au génocide. C'est aussi triste, mais c'est ça, la réalité aujourd'hui. Alors, tous les Rwandais, par rapport à la France, les Rwandais, les Congolais, les Burundais, personne ne comprend la position de la France. Personne. Dans la région, on se dit, il y a quelque chose qui cloche. Et que je parle, et Dieu seul sait, je connais beaucoup d'acteurs politiques et gens de plusieurs milieux. Personne ne comprend, moi non plus. C'est très bizarre la position de la France. Surtout aujourd'hui, à un moment où Kagame est lâché. Parce qu'à l'époque où Kagame avait les États-Unis derrière lui, on pouvait dire, bon, ben, la France a peur de se frotter aux grands frères ou américains, entre guillemets. Mais là, Kagame est lâché. C'est au moment où Kagame est lâché par ses parrains traditionnels que la France, qui se faisait insulter par ce même Kagame, vole le secours. Et pourquoi il est lâché comme ça, en fait? Mais ben, parce que vous savez, d'abord, les alliances se font et se défont. Mobutu en est un exemple. Hein. Les Américains vous soutiennent en fonction de leurs intérêts. À un moment donné, quand vous ne faites plus l'affaire, aussi votre valeur utilitaire est dépassée, ben, on trouve une autre personne, un autre allié, un autre partenaire, ou même un autre sous-traitant. Mais donc, pour conclure par rapport à votre question, c'est qu'au Rwanda, il y a une opposition de plus en plus importante de toutes les catégories de la population rwandaise contre le régime. Parce que le régime a commencé à s'attaquer aux survivants. Pendant des années, ils ont fait leur fonds de commerce, c'était de dire que non, on a arrêté le génocide des Tutsis. Et puis après, ils ont commencé à massacrer les rescapés Tutsis, qui disaient justement, qui ont commencé à dire, ben, écoutez, nous, notre souffrance est instrumentalisée par des gens qui n'ont jamais connu souffrance. Parce que ceux qui sont arrivés, Kagame vient de l'extérieur. Il n'a perdu aucun membre de sa famille. Tous les gars du FPR n'ont pas perdu les membres de leur famille, la plupart d'entre eux. Ils étaient en Ouganda avec les membres de leur famille. Ceux qui ont perdu les membres de leur famille, ce sont les Tutsis de l'intérieur qui ont été sacrifiés sur l'autel de la victoire militaire et du pouvoir du FPR. Eux sont contre ça. Et les Hutus, bon, ils sont écrasés, ils sont contre ça. Il y a une jonction aujourd'hui entre les Hutus et les Tutsis contre le régime. Et donc, il est normal que ces gens ne puissent pas comprendre la position de la France et surtout d'Emmanuel Macron qui soutient le régime de Kigali, allant jusqu'à dire qu'on ne peut pas parler du génocide des Hutus. C'est quand même extrêmement grave quand les Rwandais eux-mêmes, ceux qui ont participé à ce massacre, disent qu'il y a eu un génocide contre les Hutus. C'est Macron qui dit maintenant il ne faut pas parler de ça. On va prendre les dernières, monsieur. Ouais, alors je voulais vous demander, je suis intéressé parce que je remarque votre conférence en plus. Merci. Ça suscite beaucoup de questions. Moi, j'étais toujours interloqué par le fait qu'il y ait eu un manichéisme évident sur ces questions. Et je me rappelle d'ailleurs qu'il y a eu le livre de Jean Hetzfeld qui s'appelle, je ne sais pas ce que vous en pensez, son angle,
Il y a eu aussi un chanteur, je ne sais pas si c'est, peut-être c'est Corneille, je crois, il y avait aussi il y a eu même un prix du concours des lycéens. Donc oui, je vois qui c'est. Là-dessus. Et moi, je pense que Sarkozy, je veux dire Macron, il est toujours dans la génuflexion, là, on l'a vu avec l'Algérie, par exemple. Et il n'étudie pas vraiment les questions. D'ailleurs, Emmanuel Todd a dit que le Quai d'Orsay avait un niveau bien plus faible que celui des Russes. Et on voit qu'on a tout un storytelling, et peut-être qu'il faut rester dans la ligne éditoriale du Quai d'Orsay et pas en déclin. Parce qu'on l'a vu avec les incidents de la Ghouta aussi en Syrie, c'est avéré que c'était faux. Il y a eu un manichéisme à propos des Balkans en 1994. On présente toujours, et c'est performatif, puisque le but c'est d'indiquer quel est le coupable. Il y a un coupable, voilà. Mais c'est un peu, vous avez raison, c'est la vision hollywoodienne des enjeux politiques et géopolitiques. Il y a un bon et un méchant, et puis c'est plus simple. Dans le cas du Rwanda, c'est beaucoup plus complexe. Parce que justement, on nous a dit que c'était une affaire entre les Hutus et les Tutsis. Mais les gens ignorent, par exemple, que la plus grande rivalité durant la Deuxième République, ce n'était pas entre les Hutus et les Tutsis, c'était entre les Hutus du Sud et les Hutus du Nord. Ce n'était pas entre les Tutsis. Les rivalités ont toujours été politiques. Et l'ethnie a été instrumentalisée à des fins politiques. C'est ce qu'il faut comprendre du génocide rwandais. Et c'est la raison pour laquelle, au lendemain de l'assassinat du président Habyarimana, quand les massacres ont commencé, les extrémistes Hutus se sont attaqués aux opposants Hutus, pas aux Tutsis. C'est après avoir massacré les opposants Hutus qu'ils se sont tournés vers les Tutsis qu'ils trouvaient. Mais les Tutsis ont fait la même chose. Vous avez entendu parler des Interamwe, ces milices Hutus qui massacraient les Tutsis. Mais combien de gens savent que les Interamwe avaient comme patron un Tutsi? Combien de gens savent que l'un des fondateurs était un Tutsi? Et combien de gens savent que le FPR avait infiltré les Interamwe pour massacrer les Tutsis et faire porter le chapeau sur les Hutus? Donc c'était une guerre pour la conquête ou la conservation du pouvoir. La conquête du pouvoir pour le FPR, les rebelles Tutsis, et la conservation du pouvoir pour le pouvoir Hutu qui était attaqué. Et dans chaque camp, on trouvait des Hutus et des Tutsis dans chaque camp. La question a toujours été politique. Mais ce manichéisme-là marche bien surtout pour les conflits africains, parce que c'est plus simple de dire que deux tribus africaines se sont affrontées, se sont charcutées. C'est plus simple et c'est plus beau pour remplir certains livres d'histoire, malheureusement. Mais ce n'est pas ça. L'histoire est toujours complexe, vous savez. Il faut beaucoup de nuances, il faut une certaine distance. Malheureusement, on n'a pas ça. Quand vous regardez les travaux sur le Rwanda, d'ailleurs, Charles a fait sa thèse à cause de ça, sur l'opération turquoise, justement. Parce qu'il y a tellement de bêtises qui se racontent sur cette histoire-là. Et c'est la raison pour laquelle les gens n'aiment pas les débats. Dans France Média Monde, dans les médias français, parce qu'un vrai débat, un vrai connaisseur du Rwanda, tous des gars qui viennent défiler sur vos chaînes de télé, ils vont fuir, là, ils ne vont pas regarder derrière. Parce qu'on ne veut pas le débat, on va imposer une narration de l'histoire parce qu'on sait que l'argument est fragile. Et je veux finir par une chose, puisque vous avez parlé du Quai d'Orsay. Je me rappelle quand je travaillais sur la Libye, j'avais discuté avec un diplomate, un grand diplomate français qui m'avait dit, un ancien diplomate français qui m'avait dit, vous savez, M. Mbeko, nous n'avons plus de diplomates au Quai d'Orsay. Et c'est vrai. Bernard Lugan a dit la même chose. Il n'y a plus de diplomates, on a beaucoup plus des militants. Et la diplomatie, ce n'est pas le militantisme. La diplomatie, il faut une certaine distance, une certaine froideur, être conscient des grands enjeux. On ne mêle pas les sentiments. L'époque des grands diplomates, des Roland Dumas de ce monde en France, est révolue. Vous avez des jeunes gens qui sortent de l'université et qui sont conditionnés à l'université et qui se retrouvent au Quai d'Orsay. Ce n'est pas seulement en France, hein. Je peux vous dire au Canada aussi, puisque j'ai une formation en affaires diplomatiques et stratégiques. Donc je sais c'est quoi. J'ai vu des gens avec lesquels j'ai été formé. J'ai vu comment ça réfléchit. Quand vous dites sur la Syrie, il faut avoir une certaine distance, une certaine nuance, on vous regarde avec des grands yeux. Mais c'est la réalité de la diplomatie aussi aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, bon, une petite digression, les Occidentaux se font taper par les Russes sur le plan diplomatique. Et même les Chinois. Monsieur. Oui, je voudrais savoir, est-ce que, en te rapprochant du Rwanda, la France n'a pas dérivé vers la RDC?
Exactement, en partie. En partie. La France, le pari est simple, hein. Négocions avec Kagame, puisque tout sort par le Rwanda, donc on peut avoir droit au chapitre de la région et particulièrement de la RDC que tout le monde convoite. Les Chinois sont là, les Américains sont en train de bousculer les Chinois, donc la France veut avoir sa part du gâteau aussi, c'est sûr. Bonjour, je ne suis pas une spécialiste des relations internationales, du droit international. J'aimerais savoir comment faire pour obtenir la condamnation des États-Unis, parce qu'à chaque fois qu'on parle des problématiques relatives par rapport à ce qui se passe au Congo, on prend toujours le Rwanda en disant qu'il faut condamner le Rwanda par rapport au rapport mapping notamment, mais on ne parle jamais en fait des États-Unis, alors que tout le monde sait que c'est vraiment les personnes qui sont impliquées derrière tout cela. Donc c'est comme condamner les États-Unis. Ouais, vous savez, la procureure a essayé d'enquêter sur l'Afghanistan. Hein. Et puis elle a vu la procureure de la CPI, de la Cour pénale. Ben, il faut être réaliste. Hein. Qui va condamner les États-Unis? Personne. Mais la chose la plus importante, je crois, c'est de documenter objectivement tous ces événements. Parce que de toute façon, demain, l'histoire dira son mot un jour. Mais il faut documenter objectivement ces choses-là. Et c'est ceux qui ne se... Vous savez, quand vous lisez des rapports, le rapport mapping, on parle des États-Unis très rapidement. Quand vous lisez les travaux académiques sur la région des Grands Lacs, c'est très rare qu'on vous dise que, par exemple, les États-Unis, pendant la guerre de 1996 du Rwanda au Congo, les États-Unis ont mis à la disposition du Rwanda des satellites pour coordonner l'action militaire et superviser le pillage des ressources naturelles, en tout cas la localisation des concessions minières. Donc l'histoire, ce sont les plus forts qui l'écrivent. Et moi, j'encourage beaucoup les universitaires africains à faire des travaux, des recherches sur l'Afrique, sur les questions africaines, sans manichéisme, sans dogmatisme, en essayant d'être vraiment objectifs. C'est tout ce que je leur demande parce qu'ils doivent le faire pour eux-mêmes, pas pour les autres. C'est aux Congolais, aux Ivoiriens, aux Africains, aux Libyens de documenter des phénomènes sur eux et de les enseigner à leurs enfants. La France enseigne à ses enfants l'histoire de la France. C'est comme ça, les États-Unis enseignent l'histoire des États-Unis. Je vous donne un exemple pour conclure. Au Canada, nous avons un gros problème. Nous sommes en train de trouver des trucs, les autochtones, là, on retrouve des fausses communes un peu partout, des autochtones. Vous savez ce qui m'a choqué dans cette affaire? Ce n'est pas la découverte des fausses communes, c'est que ça étonne les gens. Comment vous pouvez être étonné de découvrir des fausses communes au Canada, alors qu'on sait comment vous êtes arrivé là? C'est-à-dire qu'on n'enseigne pas ça dans les universités, dans les écoles. Et quand vous voyez la condition des autochtones au Canada, c'est terrible. Je vous dis, le Canada est un très bon pays sur le plan social, il faut le dire. Mais quand vous voyez la condition des autochtones, écoute, ça laisse à désirer. Et on est choqué de voir des fausses communes, de voir des trucs, des trucs là, on découvre des corps, des enfants. Mais c'est une réalité qui est connue de tout le monde, sauf des Canadiens, parce qu'on ne leur a pas enseigné ça, c'est tout. Voilà. Donc l'histoire est aussi le lieu de la confrontation des mémoires. Donc il faut garder cela à l'esprit. Et donc il appartient à ceux qui comprennent de faire ce travail. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur l'Afrique, justement parce que je veux que les Africains comprennent certains enjeux, sans dogmatisme, sans rentrer dans des considérations superfétatoires. Bonsoir, merci pour cette excellente conférence. Juste une petite question, parce que moi, ce qui m'a, à titre personnel, vraiment interpellé, c'est qu'on parlait beaucoup de pression en France, notamment dans les médias sur certains journalistes. Je pense à l'affaire, vous avez dû entendre parler, Natacha Polony, qui s'est attaquée en justice carrément. Exactement. Pour avoir ce négationnisme, c'est toujours ce qui revient, révisionnisme, négationnisme. Moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est, parce que la question que je me pose, c'est quel est le but au final de pression comme la LICRA, parce que c'est la LICRA qui a attaqué en justice, l'inénarrable LICRA qui a attaqué Natacha Polony en justice. J'arrive pas à voir en filigrane leur but et l'intérêt qu'ils ont à ça en fait. Peut-être que je suis naïf, mais j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Je peux poser une question. La LICRA, c'est quel genre d'organisation? Une ligue. C'est qui les contrôle? Personne. Le Parti socialiste. D'accord. Vous avez, quand vous regardez les gens qui composent la plupart de ces groupes de pression, regardez toujours les liens qu'ils ont avec des milieux qui sont proches du régime. Parfois, on ne le fait pas eux-mêmes, parfois la LICRA peut porter plainte. Mais qui se cache derrière? Qui se cache derrière la LICRA? Pourquoi la LICRA est intervenue auprès de TF1 pour faire pression quand Charles Nana est intervenu? Qu'est-ce que Charles Nana dit de terrible là-bas?
il a présenté le fruit de son enquête qui est une thèse doctorale. On a même reproché à cette université d'être une université d'extrême droite. Bon, vous avez des trucs ici qui surprennent parfois, mais vous vous rendez compte, il faut toujours voir. Parfois, on agit par procuration pour des gens parce qu'on est dans un écosystème où on se rend service. Moi, j'ai eu un souci avec une université une fois là où on était allé, et puis je suis arrivé là-bas et puis on dit ah, ben, vous, quand on vous a annoncé, et puis les gens avaient des yeux rouges et tout ça, on a passé des trucs ici, de messages. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas, j'ai juste écrit des trucs, sans plus. C'est ma plume qui dérange peut-être, mais moi j'aimerais qu'on ait un débat. C'est le plus important, c'est un débat. Mais on ne veut pas de ce débat. Parce qu'il faut comprendre ceci. La légitimité de Kagame et de son pouvoir repose sur l'histoire officielle du génocide. Le jour où cette histoire officielle va s'effondrer, le régime va s'effondrer. Et c'est parce que cette histoire officielle est de plus en plus questionnée que les États-Unis et les autres commencent à prendre leur distance. Et donc l'histoire devient un élément essentiel de la géopolitique dans ce genre de cas. Et c'est fondamental. Parce que je ne comprends pas pourquoi les gens vont s'exciter si on dit que Kagame a commis des crimes dans la région. Pourquoi affirmer que Kagame a commis un génocide contre les Hutus est un problème? En quoi reconnaître le crime de Kagame constitue un négationnisme, le génocide des Tutsis? Moi, je ne le vois pas. On peut reconnaître qu'il y a eu des massacres des Tutsis tout en déclarant, en reconnaissant en même temps que Kagame aussi a commis des crimes contre les Hutus. Vous avez quelqu'un ici, SOS Racisme, qui a dit « évoquer le sang des Hutus revient à salir le sang des Tutsis ». Et la personne est à la tête d'une association qui s'appelle SOS Racisme. Vous vous rendez compte? Donc, ce sont ces groupes d'intérêt-là, le jeu d'alliance et tout ça. Moi, je peux comprendre la position de certaines associations juives, puisque Kagame s'est rapproché d'Israël, il y a tout ça sur le plan politique, on peut le comprendre. On peut comprendre le positionnement idéologique de certaines associations, qui, pour certaines personnes sont tout simplement manipulées. Parce que les Tutsis ont quand même été très bons pour se faire passer pour les Tutsis, les Juifs de l'Afrique, là, il faut quand même le faire, là. Voyez-vous? Et puis faire toujours ce parallélisme, ce que moi j'appelle une forme de pornographie mémorielle, entre le génocide, entre la Shoah et puis ce qui s'est passé au Rwanda. C'est deux affaires complètement différentes. Mais on arrive quand même à faire avaler aux gens, dans les médias, dans les universités, que le génocide rwandais équivaut à la Shoah. Comme si les Juifs avaient envahi l'Allemagne, avaient tenté de prendre le pouvoir, et avaient massacré d'autres Juifs et d'autres Allemands. C'est ce qu'on nous dit, parce que c'est ce qui s'est passé au Rwanda. Comment des associations juives, certaines en tout cas, arrivent à cautionner une telle escroquerie intellectuelle? Ils n'ont pas des enquêtes minières? Des sociétés minières? Ah oui, il y a des sociétés minières, mais ça c'est une autre histoire. Ça c'est la dimension géoéconomique de tout ça. Dernière question, Amélie, et on aura terminé. S'il vous plaît, expliquez-nous cette affaire de nomination à la francophonie, une américaine et diplomate, secrétaire général de la francophonie de la France. Louise Mushikiwabo. Oui, mais c'est ce que. En fait, ça c'était. Louise Mushikiwabo, en fait, l'américaine en question, elle est rwandaise. Donc, c'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Madame Mushikiwabo. Mais cette nomination s'inscrit un peu dans la droite ligne de la politique de rapprochement amorcée par Emmanuel Macron. Donc, il s'est dit, pour faire plaisir à Kigali et montrer qu'on est vraiment de bonne foi, on commence par favoriser la nomination de Mushikiwabo à la tête de l'OIF dans les conditions que nous savons, alors que vous avez dit elle est américaine, elle est anglophone, et puis elle a passé son temps à cracher sur la France et le français. Voilà. Donc ça, c'est l'opportunisme, en fait, le calcul politicien de Macron qui a permis ça. Et sur la Libye, s'il vous plaît. De la Libye. Vous voulez savoir? Amélie, où va-t-elle? Là, malheureusement, on va devoir rendre la salle, mais on va prendre un verre après, donc si tu veux interroger Patrick. Déjà, si tu veux savoir tout ce qu'il y a à savoir sur la Libye, tu as quand même le meilleur livre sur la question. Moi, je l'ai déjà, je l'ai lu. Ben, merci. Merci à tous et merci à vous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.